Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 210. Et dans cette chronique, je vais tenter d'expliquer la fameuse théorie de la réification de Georges Lukács, voire même le projet de renouveler l'idée du socialisme que nous avons tant besoin aujourd'hui. Alors, si mon objectif est de démontrer, je dirais, l'opportunité de la philosophie de Georges Lukács, qui à mon sens est un philosophe très peu connu, trop peu connu, et cela bien entendu vaut la peine de jeter un coup d'œil qui permet actuellement de mener une sorte de revitalisation des approches qui transcendent, je dirais, le système socialiste et nous ajoute simplement une grande idée du 19e siècle du socialisme, dont d'autres se sont également illustrés. Et donc, on peut considérer à juste titre que ces écrits continuent aujourd'hui dans des cercles bien précis à faire couler beaucoup d'encre. Alors, nous voyons effectivement aujourd'hui énormément d'individus taper à bâton rompu sur l'idée du socialisme, en rétablissant, je dirais, une certaine domination d'une société marchande avec sa notion fétichisante des conditions, je dirais, liées au capital, afin de faire des individus aujourd'hui des irresponsables, bien que on constate également une certaine indignation des masses sur la, je dirais, la scandaleuse distribution de la richesse et du pouvoir, qui, ma foi, a actuellement perdu tout sens d'un objectif réalisable. Alors, pourquoi, me direz-vous, parler de Lukács? Pourquoi cette efficacité de réification qui détruisent tous les idéaux classiques, autrefois, je dirais, influents? Eh bien, ma foi, c'est le contexte dans lequel nous vivons qui nécessite effectivement de garantir, de protéger l'héritage du socialisme, et même, on pourrait dire plus tard, d'une certaine forme de communisme, et l'idée de la développer davantage afin de cultiver des alternatives aux conditions politiques et économiques dominantes, et qui sont détestées par beaucoup, et en ce sens constituent, je dirais, plus que de simples représentants de certaines sous-cultures de gauche qui, elles-mêmes, ces dernières, ont effectivement trahi, puisque pour des questions pratiques et d'intérêt, je dirais, d'appétit personnel, se sont couchés effectivement sous l'ombre du capital. Cependant, je voudrais préciser qu'on pourrait exprimer différentes ou diverses, je dirais, appréhensions quant à l'orientation de la tentative de reconstruction. Alors, bien entendu, on peut estimer que la reconquête de l'attractivité du socialisme doit aller de pair avec une remise à jour de Marx et de son héritage philosophique. Bien entendu, il y a plusieurs raisons principales qui rendent un tel renoncement inévitable, et on peut même, je dirais, redéfinir la fameuse critique de l'économie politique de Marx à cause de son modèle de progrès qui finalement constitue un déterminisme, je dirais, analytique au regard de la philosophie historique. Et même lorsque on admet parfois qu'il est difficile de démontrer que toute institution moderne ou sous-système social reste une sphère, je dirais, non affectée par la logique de l'exploitation, on peut insister sur l'idée qu'il existe plusieurs sous-systèmes sociaux qui doivent être examinés individuellement et qui se suivent. Bien entendu, quand je parle de
différents sous-systèmes sociaux, je parle également de leurs logiques propres qui sont à la fois distinctes. Il en est, je dirais à mon avis, notamment au domaine de la politique, de la nouvelle donne, dans le cadre du pouvoir exercé sur les cellules familiales ou sur le droit entre guillemets à la famille, comme le disait lui-même Engels, et toute personne qui insiste sur la pertinence et mettant l'accès, ou je dirais pointant l'accent plus exactement, sur la domination ultime de la vie économique, même dans des domaines non économiques de la société, se démasque comme sujette, je dirais, des confusions avec la modernité des conditions sociales au cours de la vie de Marx. Enfin, je voudrais préciser que la focalisation de Marx sur le prolétariat constitue la preuve la plus évidente de son attachement aux conditions sociales de l'époque dans la société industrielle, et avec elle aux conditions archaïques du XIXe siècle. Alors, comment, je dirais, réadapter, remettre au goût du jour la tradition marxiste comme condition préalable, sorte de revitalisation réussie de l'idée actuelle du socialisme, qui hérite de l'héritage irréversible de la Révolution française, en prenant ses idéaux extrêmement au sérieux. Au cœur de cette, je dirais, interprétation se trouve l'accent mis sur l'aspect de la liberté selon les termes définis. On pourrait même qualifier cela d'interaction sans contrainte de toute liberté sociale, dans la différence, je dirais, de leurs fonctions respectives. Alors, les conséquences de toute société doivent être qualifiées de libres, tout d'abord. Lorsque chaque membre de la société peut satisfaire, je dirais, aux exigences qu'il partage avec tous les autres membres en matière d'intimité physique, tout d'abord, et émotionnelle, d'indépendance économique et d'autodétermination politique, de telle manière, ils peuvent compter sur l'empathie et le soutien de leurs partenaires dans toute interaction. La voie vers cet objectif ne peut être atteinte que par des formes traditionnelles de lutte des classes, tout d'abord, puisqu'on le voit aujourd'hui, nous sommes encore et plus que jamais dans une dimension de classe, même si l'oligarchie, à travers ses médias et à travers sa doxa, a tendance à nous la faire oublier. Mais n'oublions pas également qu'il y a un mode de lutte, de communication entre ces sous-systèmes sociaux différenciés dans des initiatives de tous bords, qui procèdent, bien entendu, on peut le constater, de manière expérimentale. Alors, j'en arrive à Lukács. Lukács est un penseur. Et effectivement, je dirais, c'est un penseur très important, incontournable, où il a mis en place certains outils, à savoir au moyen de la théorie de la reconnaissance, et on peut même définir effectivement que Lukács insiste sur la nécessaire renaissance de l'approche de Marx au projet, je dirais, de renaissance actualisée de l'idée du socialisme à notre époque, et qui, ma foi, peut prétendre à revendiquer une grande plausibilité. Alors, dans différentes, je dirais, idées, plus exactement de diverses esquisses autobiographiques, le philosophe hongrois a continuellement, je dirais, réfléchi à son développement théorique comme l'exemple de son chemin vers Marx. Et ce chemin a débuté en 1918 et n'a pris fin, je dirais, qu'à la mort de Lukács, me semble-t-il, en 1971. Le fait que ce processus de réception ait pris si longtemps et n'ait jamais vraiment abouti, sauf par malheureusement le fait biologique de sa mort, appelle une explication. Alors, nous nous interrogeons, comment est-ce possible, quand on appelle aux chercheurs, à l'intellectuel contemporain, habitués à échanger des paradigmes, voire même des concepts,
pour éviter toute forme de fixation, de stagnation, de dogmatisme, voire même de stigmatisation et de perte de pertinence, je dirais, pour rester présent sur le marché public de l'université, qu'un penseur le reste singulièrement concentré. Alors tout d'abord, je voudrais préciser que la biographie intellectuelle de Lukács est assez compliquée. Son appropriation de Marx n'est pas exempte de prédispositions éclairées par le genre de prémices théoriques caractéristiques du pré-marxisme de Lukács. Ce qui constitue le marxisme et la théorie de Marx en soi est un sujet assez controversé. Bon. Dès 1918, Lukács rejoint le Parti communiste hongrois à la fin de cette année pour lui donner corps de son idée et de faire partie du commun. Les interprétations, je dirais, divergent, par exemple, de l'orthodoxie de Karl Kautsky et celle du révisionniste Édouard Bernstein. Bon. Des austro-marxistes, des syndicalistes, et de plus en plus significative, celle des léninistes. Alors la question de savoir ce qui constitue l'enseignement réel de Marx exigerait, je dirais, de devoir être clarifié. Plus important encore est un autre point pour Lukács où le marxisme est une philosophie pratique, c'est-à-dire avant tout une théorie capable d'expliquer la réalité mieux que toute autre approche et qui doit bien entendu assurer de son rapport au réel socio-politique. Alors, cela signifie également que Lukács, dans ses efforts pour approcher Marx, est continuellement chargé de comprendre le monde social en constante évolution, ce qu'on pourrait qualifier en mouvement, et même de démontrer en conséquence l'adéquation de la tradition de la pensée marxiste. Ainsi, son analyse est toujours inséparablement liée à un effort pour diagnostiquer le développement contemporain et rendre, ma foi, plausible l'affirmation selon laquelle les pathologies de la société moderne peuvent être rendues transparentes d'un point de vue marxiste. La reconstruction appropriée de l'approche de Marx est extrêmement difficile, n'ayons pas peur de le prétendre. Même ses plus proches co-combattants, ses co-auteurs, n'étaient pas toujours à la hauteur ou même capables de comprendre la révolution théorique de Marx sans finalement au fond la vulgariser, voire d'en trahir l'idée ou la tronquer. Lukács, dans son texte central de Histoire et conscience de classe, et son essai central, la réification de la conscience du prolétariat en particulier, souligne la tendance d'Engels à assimiler l'histoire naturelle et humaine, ou les lois de la nature et le développement historique humain. Alors, il est souvent méconnu qu'en 1923, Lukács n'était ni un philologue, ni un théoricien novice, mais un philosophe dont le travail est marqué par des expériences personnelles, des intuitions et des fixations thématiques. En mars 1967, Lukács jugea important de souligner qu'il n'avait jamais sombré dans l'erreur. Lui-même disait: quand j'ai souvent pu constater chez les ouvriers et les intellectuels petits bourgeois qu'ils ont finalement été impressionnés par le monde capitaliste. Aujourd'hui, effectivement, on peut considérer que cela lui a donné raison. Et il ajoute même: ma haine méprisante conçue pendant mon enfance de la vie dans le capitalisme m'en a sauvé. L'expérience originale de Lukács pourrait être décrite sous une forme de comprimé comme un complexe de rébellion personnelle du fils d'un banquier contre l'expérience insupportable de son milieu et de frustration culturelle vis-à-vis de l'art du fin de siècle et du concomitant de ce qu'on pourrait qualifier de l'itinérance transcendantale. Bon, quand je parle d'itinérance transcendantale, il faut bien comprendre que c'est une itinérance transcendantale qui est liée à l'intellect, donc ce qu'on appelle la notion de l'intellectuel. Alors cette protestation, d'abord exprimée de manière plus intuitive contre la diffusion de la forme bourgeoise de la socialisation, constitue les fondements biographiques de la théorie de la réification qui devrait émerger plus tard. Même dans sa première histoire du développement du théâtre moderne, le jeune esthète et esthétiste réfléchit sur la situation problématique de l'art dans la modernité
une modernité caractérisée par une factualisation cumulative, je dirais, de la vie, ce que Max Weber appelle le désenchantement du monde. Tandis que Lukács euh, définit et met en forme, voire même en contraste avec cette vie dénuée de contours, où il présente la forme esthétique comme une opportunité d'exode de la banalité et de la vie quotidienne. Dans sa théorie du roman, il tente d'abord une analyse historico, je dirais philosophique, de l'une des émanations de la raison objective. Le roman comme une expression de la condition désastreuse du monde. Un éclairage, je dirais un éclairage sur la réalité vécue à un temps donné. Il n'est pas difficile de reconnaître les approches théoriques très diverses que Lukács emprunte pour formuler sa théorie de réification. Cet élève rusé du centre de l'Europe fait référence à la philosophie de vie de Georges Simmel, la fameuse Lebensphilosophie, et en particulier à sa philosophie de l'argent, philosophie de Geld, à la théorie de Max Weber sur la rationalité moderne ainsi qu'à Marx et Hegel. Il ne faut pas non plus, je dirais, ignorer également le néo-kantisme intervenant notamment à travers Heinrich Ricoeur et Émile Lasque, qui lui a laissé, je dirais, une impression durable, et au cours même du processus de sa radicalisation politique, déclenché par ses expériences pendant la Première Guerre mondiale, Lukács, qui contrairement à Simmel et Weber, était opposé à la guerre depuis les débuts, a rencontré effectivement d'autres traditions théoriques chez des auteurs russes tels que Solovoï ou Ropchin, et en particulier bien entendu Dostoïevski. Alors dans ces fragments de Dostoïevski, qui écrit pendant la guerre, mais publié à titre posthume, Lukács développe des grandes lignes d'une éthique je dirais, formaliste et anti-institutionnelle. Le parcours complexe, encore je le dis encore une fois, de Lukács, ses premiers travaux sur l'esthétique, ses emprunts à la Lebensphilosophie, mais aussi à la tradition slave, ont développé très tôt sa sensibilité pour des questions qui ont ensuite été traitées sous la catégorie, je dirais, de vie quotidienne, et qui, sur les relations entre les configurations théoriques et les abstraites, je dirais même les plus abstraites, oui, effectivement, au sein des formes de vie quotidienne, terme qui apparaît déjà dans l'histoire et conscience de classe, et qui représente non seulement la relation entre le développement culturel et socio-économique, mais aussi également, je dirais, la situation morale problématique de la modernité. Il est, ma foi, également évident que la difficulté de Lukács à adopter la théorie de Marx est façonnée par son développement intellectuel. Cependant, je voudrais préciser qu'une conséquence importante de cette première histoire théorique qu'on peut analyser ici est qu'il y a toujours eu et continue d'être des approches très diverses de ces tentatives idiosyncratiques, donc de synthèse de différentes théories, ce qu'on qualifie comme idiosyncratique. Effectivement, le prêt de 100 ans de réception d'histoire de la conscience des classes démontre qu'il existe de nombreux modes assez divergents vers lesquels on peut aborder l'histoire de conscience de classe, puisque Lukács nous ouvre des boulevards à nous d'y interpréter effectivement la société contemporaine et ses différents mécanismes dans son évolution. Alors la diversité des approches de l'histoire de la conscience de classe n'est pas un hasard. Je dirais même que c'est une expression qui a déjà été soulignée par la biographie intellectuelle, biographie non linéaire de son auteur et les nombreuses sources dont sa pensée puise, et en même temps un produit de la vie académique contemporaine avec ses règles qui me sont toutes particulières. Un autre aspect qui doit être mentionné, que l'histoire de la conscience de classe n'est en aucun cas une œuvre monolithique, conçue bien entendu comme un tout unifié, mais une collection d'essais créés dans différents contextes qui documentent le processus d'apprentissage incessant de leur auteur, à un niveau bien entendu exceptionnellement élevé.
La réflexion autocritique fait également partie du comportement théorique de Lukács dans les années 20, et en plusieurs endroits. Lukács admet par exemple qu'en écrivant certains essais, son argumentation était marquée par une euphorie révolutionnaire trop optimiste et n'était pas exempte d'illusions. Alors que Lénine joue aucun rôle significatif dans l'essai de réification. L'argument vers une méthodologie du problème de l'organisation, très fortement tiré, je dirais, le pionnier bolchevique, des qualités comme celle-ci démontrent que l'histoire de conscience de classe est une image miroir des changements rapides au cours des années, je dirais 1919 et 1922. Il s'agit notamment d'une tentative expérimentale pour aborder la situation de plus en plus critique du marxisme et de la révolution au moyen d'une approche théorique. Alors, bien entendu, comment Lukács a articulé ce fameux projet, si on peut essayer je dirais, de faire de la dichotomie, d'expliquer effectivement. Alors, on peut dire qu'il faut préciser que Lukács s'oppose à une compréhension simplifiée de la doctrine de Marx qui faisait son chemin à l'époque, je dirais, du XXe siècle, et surtout je dirais, des différentes internationales décidées à l'époque par le Comintern, et dont l'interprétant, je dirais, comme une science positive à l'instar de Karl Kautsky ou Boukharine. Tous deux considéraient Marx comme une sorte de Darwin de l'histoire ou de la société sans réflexion suffisante sur la prémisse méthodologique de sa critique de l'économie politique. Alors Lukács, en son âme et conscience, entreprend la tentative de reconstruire philosophiquement la théorie dialectique de Marx. Ainsi, avec Karl Korsch, il lance également le débat qui se produit jusqu'à nos jours sur la relation entre le marxisme et la philosophie. Il choisit la doctrine de Marx de la forme de valeur, développée dans le volume du Capital, comme point de reconstruction systématique à l'intention de démontrer, je dirais que le chapitre sur le fétiche, ou ce qu'on pourrait qualifier comme étant le fétichisme de la marchandise, contient en un mot la philosophie critique de Marx. Et cela, selon Lukács, qui doit être compris non seulement comme une théorie économique limitée dans ses prétentions au cadre d'un champ disciplinaire, mais également comme contenant de plusieurs dimensions. Donc, je vais essayer, à mon humble avis et à mes humbles connaissances, de, je dirais, procéder à un résumé sans bien entendu avoir l'intention de trahir. Je dirais que tout d'abord, Lukács définit une philosophie de la société contemporaine. Ensuite, il qualifie une théorie de l'idéologie sur laquelle on peut également s'appuyer pour expliquer les théories scientifiques et philosophiques. Une théorie de l'histoire, bien entendu. Une philosophie politique, des kairos révolutionnaires. En bref, l'offre théorique d'une vision de la totalité de l'être social. Alors Lukács tente d'expliquer systématiquement le lien entre les différentes formes d'expérience de réification. Ce faisant, il est bien conscient du caractère risqué et expérimental de son projet. Lui et cela, il faudra le garder à l'esprit dans les remarques que je vais effectivement invoquer, qui considère que, je dirais, ces études de dialectique et de leur intention pratique sur la réification comme une impulsion nouvelle, et même comme un projet de recherche à grande échelle, ces discours, je dirais, diagnostiques sur le temps, sont des croquis dont les éléments et les dimensions devraient être élaborés de plus en plus, je dirais, remplis d'un contenu éventuellement concret. Pour faire bref, je dirais que nous sommes là en présence d'études de philosophie interdisciplinaire. En effet, dans ces grandes lignes de philosophie, à partir de Descartes, il commence à formuler une critique d'une notion de rationalité qui domine encore de nos jours.
pour le lecteur qui poursuit ses œuvres. Alors de mon point de vue, je dirais, et dans l'adaptation à notre contexte, la théorie de la réification de Lukács peut être esquissée à l'aide de 6 pierres angulaires ou éléments essentiels. Petit 1, Lukács lit la critique de Marx sur l'économie politique dans le chapitre fétiche du Capital, comme théorie de la production marchande dans laquelle la valeur d'échange n'est plus un phénomène périphérique mais devient le facteur dominant dans le cadre de la production capitaliste de marchandises. Ce développement comprend un processus d'abstraction et je dirais de réduction à des quantités qui affectent non seulement les produits du travail dans la société, mais également ses agents, les ouvriers ou le prolétariat. La réification devient ainsi réalité sociale et forme de vie, et cette situation gagne une volatilité particulière dans un contexte du capitalisme. La description de Vico de l'histoire comme ayant été créée par l'humanité a trouvé son premier exemple de réalisation, mais extrêmement problématique. J'explique effectivement que les producteurs du monde social moderne, le sujet, je dirais, social de la socialisation de l'humanité n'est, je dirais, un sujet que sous la forme d'une marchandise qui est obligée de prendre toutes les caractéristiques, je dirais, de la désubjectivisation et de l'auto-objectivisation. L'autonomie n'a lieu ici que sous ces formes, je dirais, d'hétéronomie. Alors nous en arrivons effectivement à ce petit E que je qualifierais dans le processus où les relations sociales deviennent de plus en plus anonymes et fétichées. Ils apparaissent comme des relations entre objets. J'aurais une sorte d'inversion idéologique des relations sociales qui, in fine, je dirais, a lieu. Et pour le dire, n'ayons pas peur de le prétendre, ostensiblement, le capital semble être, je dirais, de l'argent générant de l'argent. Et par conséquent, apparemment capable de générer une plus-value, et la relation entre le travail salarié et le capital n'apparaît plus comme une relation d'exploitation, mais comme un échange de ressources légalement réglementé et convenablement équitable. Alors, le petit 3, on peut considérer que, à partir de ces deux résumés précédents, la production capitaliste de marchandises présente des qualités totalitaires. Si, après Max Weber, on interprète, je dirais, la logique abstraite de quantification, je dirais, excusez-moi, pardon, de l'économie capitaliste comme un processus de rationalisation, on peut démontrer que ce type de rationalité formelle s'approprie et se transforme, voire même transforme tous les aspects, je dirais, de la vie moderne. C'est-à-dire que l'économie capitaliste crée un environnement social, une sorte de système juridique, un système même d'État conforme pour répondre à ses besoins, surtout dans les domaines éloignés des impératifs économiques, comme par exemple l'art, où on trouve la tension totalitaire du capitalisme qui devient de plus en plus évident. On le voit aujourd'hui dans l'obtention des ordinateurs, des téléphones portables, des produits, je dirais, de luxe, accessibles à tous et démocratisés, moyennant finance, moyennant crédit, moyennant échéancier. Et donc, la tendance aujourd'hui est à réifier, je dirais, les œuvres d'art en tant que force ou objet de l'activité du marché, qui se poursuivra bien entendu encore longtemps, me semble-t-il. Alors la théorie critique a concrétisé, je dirais, rendu au goût du jour les approches pertinentes de Lukács à partir des années 20 dans ce domaine. Alors, même si en 4 on peut définir que, je dirais, les plus hauts sommets de la pensée n'ont pas été épargnés par le processus que je viens de décrire, la philosophie moderne de Descartes à Kant développe des modèles dualistes,
sujet-objet, qui sont élevés en statut d'antinomie insoluble, antinomie de l'actuel et du prescrit, de l'être et de l'apparence, de l'être et de l'avoir, de la liberté et de la nécessité. Afin d'éviter une forme de rationalité aussi restrictive, il est nécessaire, je dirais, de recourir au type de pensée dialectique qui, me semble-t-il, pour Lukács, peut être identifié comme un processus, voire même une pensée, ce qu'on pourrait traduire par une philosophie de la totalité. Il se réfère positivement au dicton de Hegel, toute la vérité, ainsi qu'à la thèse de Marx formulée dans La pauvreté de la philosophie. Alors les conditions de production de toute la société constituent une totalité, ce qu'on pourrait qualifier comme étant les rapports de production dans chaque société qui forment finalement un tout. Dans le concept de Marx, une totalité concrète, c'est-à-dire les suggestions ingénieuses de Hegel contenues dans la phénoménologie de l'esprit, trouvent leur pleine expression. Il est important, je dirais, de noter pour Lukács que la théorie de Marx, à ce point, était l'appréhension la plus développée et je dirais d'une façon méthodique, conçue de la réalité. C'est pourquoi il met l'accent sur la découverte des fondements méthodologiques du discours de Marx. Lukács, on en arrive effectivement au cinquième point, contrairement à la théorie critique qu'il utilisera ou il usera plus tard, ne met pas l'accent sur une acceptation résignée de l'univers de la réification. Après tout, je dirais, il considère comme son présent comme kéros, comme au moment potentiel de transformation de l'époque barbare de la réification au domaine potentiel de l'autonomie, d'une liberté plus, je dirais, que formelle. Alors, me direz-vous, comme on sait, considère le prolétariat comme la victime la plus marquée du processus de rationalisation du capitalisme. Pratiquement tous les domaines sont désormais victimes de la réification, mais les conditions sociales, selon Lukács, empêchent, je dirais, en règle générale, les segments non prolétaires de la société du processus nécessaire, qu'on pourrait qualifier effectivement, en y plaçant certains sentiments au moment opportun, comme je dirais certainement douloureux. Et je pense que cette prise de conscience a été, je dirais, très difficile. Alors nous en arrivons effectivement au petit 6. Effectivement, c'est en cela la difficulté de ce processus qui apparaît dans la crise idéologique du sujet révolutionnaire potentiel, qui est virulent dès 1918. Elle s'explique précisément, je dirais, parce que le processus historique de Lukács n'est pas soumis aux lois de la nature. Au lieu de cela, il est, je dirais, juste de dire que la révolution exige de ses protagonistes qu'elles prennent une décision consciente et sans contrainte. Je vous renvoie à Lénine sur l'état des révolutions. Lénine explique effectivement ces phénomènes-là, mais d'une autre façon. Alors, on en arrive effectivement à certains problèmes externes et internes, ainsi que la domination d'autres paradigmes scientifiques éloignés du marxisme. On fait même que la théorie, je dirais, de la réification de Lukács soit effectivement ignorée, soit reçue au mieux de façon sporadique. Toute une série d'approches critiques potentiellement influencées, ou même influentes, je dirais, a laissé une trace visible dans le domaine du discours marxiste, une critique dans la tradition de Backhaus, est basée principalement sur une philologie de Marx qui profite des progrès dans le développement, je dirais, de la théorie des formes ou de ce qu'on pourrait appeler de la forme de la valeur. La déviation structuraliste d'un historicisme marxiste, en particulier l'anti-humanisme, par exemple d'Althusser, la métacritique de Bloch, du rejet par Lukács d'une compréhension utopique spéculative de la philosophie, la supposition d'Adorno dans la compréhension positive par Lukács de la dialectique en tant qu'idéologie légitimatrice, et enfin surtout la propre autocritique de Lukács qui semble se confirmer.
C'est une des raisons pourquoi je m'oppose effectivement à beaucoup de gens qui prétendent que l'école de Francfort s'est inspirée de la philosophie de Lukács. Lukács était en désaccord vers la fin de sa vie avec Adorno et plus exactement l'école de Francfort. Alors, en dehors de la discussion sur le marxisme, l'approche de Lukács est fréquemment interprétée comme une émanation d'un certain totalitarisme théorique, ou voire même ce que ses détracteurs ont appelé l'extrémisme théorique, où est classé dans l'histoire de la philosophie dans un contexte, je dirais, néo-hegelianisme du XXe siècle. Néanmoins, je voudrais quand même préciser que des développements remarquables ont eu lieu dans le domaine de la théorie critique. N'oublions pas Jürgen Habermas ou Axel Honneth pour, je dirais, certains représentants de la théorie critique. Il faut avouer que ce n'était pas évident. Alors depuis qu'Habermas s'est détourné de sa première phase, théorie et pratique, et que les hypothèses fondamentales de la critique anticapitaliste radicale de Marx ne pouvaient être plus acceptées, sorte de révisionnisme en fonction de la réalité des intérêts du moment, malgré le fait qu'Habermas, contrairement à Benjamin, ne vénère pas le philosophe de la Révolution, son respect tient à sa synthèse de Marx et de Weber, de telle manière qu'il a pu, je dirais, envisager la séparation de la sphère du travail social, du contexte, je dirais, des mondes de la vie, sous deux aspects simultanément, celui de la réification et celui de la rationalisation. Aux yeux d'Habermas, Lukács est devenu paradigme, ou même, excusez-moi ce néologisme, paradigmatique, en reconnaissant bien entendu la stature philosophique et la valeur de l'analyse de la forme valeur de Marx, et en fondant toute une souche traditionnelle de la tradition de la théorie critique. Il a entrepris le projet prometteur d'écrire le processus de modernisation à la fois économique et non économique comme une augmentation de la rationalité, voire même, je dirais même, comme une histoire de passion à la fois respectivement et dialectiquement. Néanmoins, je voudrais préciser qu'Habermas considère que la base philosophique du marxisme occidental est dépassée. C'est cela qu'il ne figure plus comme étant un penseur marxiste. Et encore une fois, pour des raisons personnelles, je considère que Habermas a trahi. Cela est une autre histoire. Alors, bien entendu, l'équité, la justice, on pourrait qualifier également d'équilibre, exige, on doit souligner que Lukács est non seulement un philosophe incontournable, mais également un philosophe que moi je vous invite à relire et à lire. L'histoire de la conscience des classes, la destruction de la raison, qui, à mon sens, sont des ouvrages incontournables et dont, ma foi, Lukács n'a absolument pas pris je dirais, une ride, puisqu'il y a effectivement peut-être des bonnes raisons d'apporter une certaine critique, puisque je considère qu'effectivement le manque de radicalisme, des tentatives de réarticulation d'Habermas ou de Honneth, de se jeter effectivement dans les faits pratiques ou confortables de la société du capital. Il faut quand même avouer que Lukács a été tout au long de sa vie un individu, un personnage n'ayant pas trahi ses idées et dont, je dirais, la subjectivité a été quelque chose d'extrêmement important. Alors, bien entendu, je vous renvoie à ces ouvrages qui sont incontournables. Je vais m'arrêter ici parce que je risque d'en fatiguer plus qu'un. Donc déjà, ce que j'ai expliqué demande certaines réflexions. Et je vous dis à la prochaine chronique et merci de m'avoir écouté.